Parfait. Bon, ben, bonjour, messieurs. Je sais pas il y a une dame. Oui, Marie Esproux. Ben Messieurs, oui, il y a mesdames. Joanne aussi. Il y a Joanne, oui, c'est vrai. Hey, Ouais. excuse-moi, Joanne. Donc, on va. Non, on va arrêter de genrer ça. Et on va vous parler effectivement là, des marchés pour 2025-2026. Comme vous le savez, on a eu le rapport de l'USDA qui est sorti pas longtemps là, la semaine passée, lundi passé. Donc, on va l'analyser en plus des données de Statistique Canada qui sont sorties au mois de mars. Donc, on va faire vraiment là, l'analyse de l'année qui s'en vient. Si elle peut Ah, commencer, effectivement. ouais. Alors, bon, vous connaissez un petit peu le format habituel. On va couvrir les États-Unis, le marché international, et puis évidemment, on finit avec le marché local. La suivante. Alors, pour les offres et demandes aux États-Unis, regardons d'abord les superficies ensemencées. Vous vous rappellerez, ce sont évidemment les intentions d'ensemencement qu'on avait eues le 31 mars. L'USDA prévoit un rebond du maïs aux dépens du soya. La simple raison, c'est une question de rapport de prix, et on va le voir tantôt dans une diapositive. Le ratio du prix du soya sur celui du maïs, en fait, avantagé le maïs cette année. Alors, c'est 95,3 millions d'acres de maïs, 83,5 pour le soya, 45,4 millions d'acres pour le blé, avec un total de 224,2. Maintenant, un petit commentaire sur le total. Euh, c'est très différent dans le Midwest qu'ici. Les semis vont bien, vont vite. En fait, ils sont en avance au moins de 10%. Avec des semis rapides, on pourrait penser que le total pour les trois grains pourrait être supérieur à 224,2, pourrait très bien finir à 225 millions d'acres ou même un peu plus. Si c'est le cas, Étienne et moi, on avait des discussions à savoir ça irait où. Moi, je pensais plutôt vers le soya, on pourrait finir à 84 millions d'acres. Mais Étienne, lui, était plutôt convaincu que le maïs pourrait aller encore plus haut. En tous les cas, on aura les superficies ensemencées à la fin juin, donc d'ici là, évidemment, on travaille avec ces chiffres suivants. Alors, on commence avec la superficie donc de 95 millions d'acres, un rendement record de 181 boisseaux de l'acre. Un commentaire là-dessus, c'est évidemment une projection du USDA. C'est ce qu'ils appellent un trend yield, ou il n'y a pas vraiment une bonne traduction, si vous voulez, un rendement tendanciel. Bon, c'est évidemment beaucoup trop tôt pour parler rendement à ce stade-ci, mais on démarre avec donc ce scénario de 95 millions d'acres, 181 boisseaux de l'acre. Suivante, s'il te plaît. Et donc, on se retrouve avec une production record de maïs, environ 15,8 milliards de boisseaux. C'est vraiment une très grande augmentation par rapport à l'an passé, mais évidemment, c'est encore tôt. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'à ce stade, ça sème vite, ça sème bien, dans de bonnes conditions. Euh, Au fond, à date, on peut pas dire qu'il y a un problème majeur ou significatif nulle part dans le Midwest, mais on s'entend, on est juste le 22 mai. Suivante, s'il te plaît. Alors, les exportations de maïs, l'USDA prévoit 2675 millions de boisseaux, un niveau légèrement supérieur à 2024-2025. Mais vous pouvez le voir sur cette diapositive, ce n'est pas un record, mais c'est un bon programme d'exportation. D'ailleurs, soit dit en passant, quand on regarde les exportations pour 2024-2025, à date, et l'année évidemment bien avancée, le rythme est plus rapide que l'an passé pour les trois principaux grains. Donc, il y a une bonne demande à l'exportation pour les grains américains. Suivante, s'il te plaît. Alors, sous ce schéma, les stocks augmenteraient, mais par contre, vous allez voir quand même, on augmente d'environ 1400 millions de boisseaux, un niveau serré à 1800. Je vais d'abord commenter le niveau des stocks en 2025.
1400 et des poussières, c'est bas, c'est vraiment serré. Et puis, c'est un chiffre qui a baissé dans les derniers mois. On a d'abord eu la surprise dans le rendement final du maïs en janvier que le rendement final était plus bas que ce qu'on pensait. Et c'est assez inhabituel pour l'USDA de faire un changement significatif à la fin, à la toute fin pour l'estimation finale, mais ça a été le cas. Le résultat est que les stocks qui étaient estimés au départ, si je me rappelle bien, à 1800, sont tombés à 1700, 1600, et là on se retrouve à 1400 millions de boisseaux, ce qui est quand même un niveau serré, environ un ratio de stock sur la demande de 9%. Donc oui, on augmente de 400 millions de boisseaux pour arriver à 1800 en 2026, mais mais malgré tout, ce n'est pas excessif. La règle d'or aux États-Unis, les stocks deviennent vraiment lourds et baissiers à partir de 2000 millions de boisseaux ou 2 milliards si vous voulez. Donc à 1,8, on est encore dans des stocks ce que j'appellerais tout à fait normaux. Bon, évidemment, si on regarde 2020, 21, 21, 22, on était encore plus bas, mais là, on revient à des niveaux, disons, plus normaux. Suivant. Alors, le contrat récolte du maïs, on peut voir son évolution ici, puis vous avez en dessous de la ligne assurée la prévision du USDA. L'USDA prévoit pour 2025-2026 donc 4 dollars et 20 cents du boisseau. C'est quand même bien en dessous du contrat actuel de décembre. Mais le scénario est que avec une production record, les contrats à terme vont baisser donc vers le 4,20 peut-être même en dessous. Maintenant, on peut quand même voir que dans les derniers jours, le contrat de décembre n'a pas baissé, il s'est même raffermi. Alors, ce que ça veut dire, c'est pas que le marché ignore la prévision de l'USDA ou n'y croit pas. Tout simplement, le marché se dit, pour le moment, c'est encore tôt. Les semis ont encore lieu. Voyons voir. Et probablement, ce qui va se passer, c'est que on va aller jusqu'à début juin. Et à partir du mois de juin, si les conditions météo sont bonnes, si les prévisions pour les prochaines semaines sont bonnes, on aura à ce moment plus de pression baissière. Mais on s'entend, malgré une prévision basse, pour le moment, Chicago n'a pas encore vraiment suivi. Suivante, s'il te plaît. Donc là, c'est à mon tour. Donc là, au niveau des estimations de superficie de rendement de soya, ben, essentiellement là, pour les superficies, on doit dire là, que c'est à peu près dans la moyenne là, des dernières années. Là. Vous voyez le 84, là, si on pouvait mettre vraiment une barre, là, on serait pile dedans. Avec un rendement estimé à 53 boisseaux à l'heure, qui serait un record, ce qui serait quand même étonnant, mais un petit peu plus réaliste que pour le maïs, là, où on a vu le 181, ça serait un record de tous les temps. Là. Donc, tout ça pour dire que la production, elle devrait rester stable, c'est-à-dire en bas du 4,5 milliards de boisseaux. Donc, tout à fait convenable par rapport aux dernières années. Donc, une offre américaine, quand même, somme toute, assez stable. Par contre, là où ça se joue, c'est vraiment au niveau de la trituration. On le voit là, dans les dernières années, une très forte augmentation de la trituration. Puis pour 2025-2026, malgré tout, là, l'USDA prévoit là, une augmentation de la trituration pour arriver à des niveaux records. Et retenez le chiffre là, d'environ 2,5 milliards de boisseaux. Là, ben, au niveau des exportations, vous voyez, là, c'est vraiment une substitution. Là. Au départ, en 2020-2021, le principal marché était l'exportation, mais au cours des dernières années, on a vu que c'est la trituration. Et là, on voit que dans les dernières années, bon an, mal an, on est autour du 1,8 milliard de boisseaux. Tout ça dû au fait là, que ben, le Brésil a pris des parts de marché des États-Unis, donc le marché est un petit peu plus dur à l'exportation, mais que le marché principal aux États-Unis demeure quand même la trituration. Tout ça pour dire que au niveau des stocks de fin, ben, on prévoit quand même de très beaux stocks, là, c'est-à-dire là, des stocks là, de 295 millions de boisseaux. Là, c'est vraiment pas beaucoup. Là. Et lorsqu'on le regarde
les stocks par rapport à la demande, mais on voit qu'on est dans un ratio de 7%. Si on se rappelle là, des bonnes années là, dans le grain, là, 2020 à 2022-23, là, on avait des ratios là, qui étaient légèrement au-dessus de 6%. Et là, en ce moment, c'est marqué 7, là, mais c'est parce qu'on arrondit. Là. C'est comme ça que la donnée est présentée. Mais en fait, on est en bas du 7%. Là. Donc, ça reste des stocks qui sont très serrés aux États-Unis. Donc, tout ça a un bel effet là, au niveau des prix. Par contre, là, ça ne se traduit pas nécessairement directement sur le contrat à terme là, pour le contrat récolte du soya. Là. Vous voyez, là, le prix estimé là, de l'USD est à 10,25 $ US le boisseau. On voit vraiment là, que le contrat à terme, il l'avoisine, ou du moins, il tourne pas mal autour là, depuis quelques mois déjà. Là. Tout ça, évidemment, c'est la pression là, de la récolte record au Brésil qui fait en sorte là, que le contrat est à la baisse. Mais il faudrait voir là, comment ça va se passer là, dans les prochains mois pour savoir là, est-ce que le soya va augmenter ou on va peut-être plutôt être à la baisse. Mais pour l'instant, je vous dirais là, que à 10,25 $ l'USDA ne se trompe pas tellement là, en termes d'estimation de prix. Au niveau des ratios prix soya et maïs, bon, ben, on voit là, depuis les 10 dernières années, le ratio prix a fluctué. On évalue là, qu'à 2,4 en termes de ratio, c'est-à-dire que le prix du soya est 2,4 fois plus élevé que celui du maïs. Lorsqu'on est au-dessus de cette barre-là, ça veut dire que les prix sont plus intéressants pour le maïs. Et lorsqu'on est en dessous, ça veut dire plus important pour le soya, excusez-moi. Et lorsqu'on est en dessous, c'est plus important c'est plus intéressant pour le maïs. Donc là, vous voyez, là, au cours des dernières années, on avait vraiment plus des années qui étaient profitables pour le soya. Oh, on a quelqu'un qui s'est amusé avec. Je vais prendre la petite efface, on va effacer. Super. La joie du direct. Donc, euh, vous voyez, là, on avait des années qui étaient vraiment plus profitables pour le soya, mais dans les derniers mois, vous voyez, là, on était vraiment en dessous de 2,4. Et c'est pour ça que, autant que nous, autant que le reste du marché, là, estimait qu'il y allait avoir une hausse des superficies de maïs. Et comme vous l'avez vu là, dans les premières diapositives, les superficies de maïs ont augmenté aux États-Unis et ont baissé en termes là, du soya. Et là, on a vu dans les dernières semaines là, vraiment une correction de ce facteur-là et on est revenu autour du 2,4. Tout ça pour dire que ceci explique les hausses de superficie de maïs cette année. Oh, excusez-moi. Parfait. Et le contrat du blé, oui, bon, donc, tout comme pour le maïs et le soya, là, à partir du mois de mai de l'année passée, bon, on a vu une baisse là, qui était due à des estimations qui étaient records, là, autant le maïs, soya, euh, l'année dernière. Et donc, le blé a suivi. Par la suite, bon, une certaine stabilisation. Et à partir du mois de janvier, tout comme pour les autres grains, il y a une certaine correction haussière qui était due au fait que, bon, pour les autres grains, il y avait bon, les estimations de l'OSIer, mais dans le cas du blé, c'était vraiment des craintes au niveau là, des superficies de maïs. Pas de maïs, excusez-moi, de blé en Russie. Donc, vraiment une certaine crainte là, à savoir là, est-ce qu'il va y avoir plus de mortalité que prévu. Évidemment, le marché s'est un peu emballé par la suite. Oui, il y a des dommages qui ont été constatés, mais ce n'est pas si pire que ça que prévu, là. Donc, une certaine correction baissière là, à la toute fin. Bon, alors pour le marché international, suivant s'il te plaît. On va commencer par les fameux tarifs douaniers et puis je vais peut-être un peu prendre du temps pour cette diapo. Je vais essayer de vous dresser un portrait en tenant compte du fait que ça change souvent, mais voilà où on en est au moment où on se parle. D'abord, États-Unis, Chine, il y a une certaine désescalade au moins pour 90 jours. Et donc, à partir du 10 août, les tarifs ont baissé, jusqu'au 10 août, les tarifs baissent à 30% pour les produits chinois qui rentrent aux États-Unis et 10% pour les produits américains qui rentrent en Chine. Bon, vous allez me dire 30% et 10%, on est loin du libre-échange, mais rappelez-vous, c'était monté jusqu'à 140 ou 145%. Donc, veut pas, c'est quand même une amélioration de la situation, un certain retour à la normale. Le deuxième point à se rappeler, c'est que les tarifs américains ne touchent pas le commerce des grains avec le Canada. Maintenant, on est toujours dans une phase d'exemption de 90 jours aussi qui prendrait fin le 8 juillet.
Euh, mais rien n'indique que les grains soient dans le viseur ou dans la visée des Américains. Mais écoutez, avec M. Trump, je peux me tromper, mais on va se croiser les doigts là-dessus. Troisièmement, vous vous rappellerez, en septembre, le gouvernement canadien avait mis des tarifs douaniers sur les autos électriques chinoises. La Chine a tout de suite dit qu'ils allaient répliquer et ils ont finalement répliqué avec des tarifs de 100% sur l'huile et le tourteau de canola, mais pas le canola. Il y a deux choses intéressantes. D'abord, ça leur a pris 6 mois pour répliquer, alors que ça aurait pu être fait en 24 heures. Donc, ils se sont vraiment pas pressés de mettre ces tarifs sur l'huile et le tourteau. Deuxièmement, jusqu'à présent, ils n'ont pas visé le canola. Donc, c'est quand même positif parce que le marché, si je me rappelle bien, en septembre, octobre, était totalement paniqué à l'idée que le canola ne rentrerait plus en Chine. Les exportateurs se sont précipités à envoyer leurs bateaux avant l'entrée en vigueur des tarifs, et puis ce n'est toujours pas le cas. Maintenant, le point suivant, ça peut être étonnant, mais la réalité est que la bourse de Chicago n'a pas été affectée par cette guerre tarifaire. Contrairement aux actions en bourse, les contrats à terme, on dirait, se fichent pas mal, tarif ou pas. On peut interpréter ça de différentes façons. Peut-être que Chicago pense que de toute manière, la demande des grains est inélastique et que tout le monde doit se nourrir et que tarif ou pas, le commerce des grains aura lieu. Peut-être que Chicago était optimiste, je ne sais pas, mais la réalité est que jusqu'à présent, vraiment, la bourse de Chicago a tout simplement ignoré tous ces tarifs douaniers. Le point suivant, c'est que les exportations des grains du Canada, du Québec vers les États-Unis sont infectées par l'incertitude tarifaire. Même s'il n'y a pas eu des tarifs, le fait qu'on ait peur de tarifs, ça les a affectés. Le meilleur exemple, je pense, Étienne me le mentionnait tantôt, ce sont les exportations de tourteaux, tourteaux de soya, qui sont tout simplement arrêtées parce que les acheteurs potentiels aux États-Unis avaient peur que du jour au lendemain, il y ait un tarif. Cela dit, il faut quand même préciser que la majorité des grains exportés du Québec vont outre-mer. On n'est pas dans la même situation de l'Ontario où il y a énormément de commerce dans les deux sens via la frontière. On est tout simplement plus éloigné. Donc, on est, disons, un peu à l'abri de cette tempête. Et puis là, vas-y Étienne, le point à retenir, c'est un point peut-être un petit peu choc, un petit peu brutal, c'est que le libre-échange, comme on l'a connu dans les 3 dernières décennies, environ depuis la fin de l'Union soviétique en 1990, on va dire jusqu'à la fin des années 2010, ce libre-échange, oubliez-le, il est mort et enterré. On va passer à une autre phase. Ça va être une phase toujours d'incertitude. Oui, on va signer des traités de libre-échange à droite et à gauche, mais c'est des traités qui pourraient toujours être revus, questionnés. On l'a bien vu avec M. Trump pour l'ALENA, qu'il avait lui-même signé. Donc, je pense que le marché maintenant doit s'ajuster à cette réalité que le vrai libre-échange, les frontières ouvertes, comme on a eu ça pour environ 30 ans, ça c'est fini. Même si les démocrates reviennent à Washington, je pense que ce fait est maintenant bien établi. Suivant. S'il te plaît. Alors, on va parler un peu de demande chinoise. D'abord, le soya. La Chine représente plus de 60% de la demande mondiale de soya. Pour 2025-2026, 112 millions de tonnes. On égale le record établi il y a 2 ans, en 2023-2024. Un petit commentaire là-dessus. Écoutez, ça n'a pas arrêté d'augmenter les importations chinoises de soya. Puis quand on se rapprochait des 100 millions de tonnes, je me rappelle très bien les arguments qui étaient faits que 100 millions serait le plafond. Après ça, on nous a dit 110 millions de tonnes serait le plafond. Écoutez, on est à 112. Il est où le plafond? Je ne le sais pas, mais faut pas nécessairement croire ces nouvelles qui reviennent régulièrement en nous disant, ça y est, ça plafonne et à partir de là, ça va baisser. La réalité est que la Chine dépend
du tourteau de soya pour nourrir ces cochons. Suivante, s'il te plaît. Euh, Alors, après ça, quand on regarde le maïs et le blé, c'est un autre portrait. Bon, ici, on commence en 2020-2021, mais c'est la première année où la Chine avait importé un tonnage record incroyable de maïs, environ 29 millions de tonnes. Après ça, on voit la tendance est baissière, mais en fait, on est revenu à la normale. Ou disons, la normale, ce serait ce qu'on prévoit pour 2025-2026, 10 millions de tonnes de maïs, 6 millions de tonnes de blé. Pour l'année en cours, vraiment, les importations ont beaucoup baissé. À nouveau, comprendre la Chine, c'est toujours difficile. On dirait que c'est toujours une boîte noire. Euh, je vois une question de Monsieur Deschênes, on y répondra par la suite. Est-ce que c'est des meilleures récoltes? Est-ce que c'est le ralentissement économique? Difficile à dire. Mais en tous les cas, pour le maïs, les importations records, c'est fini, en tous les cas, pour le moment. À toi, Étienne. Parfait. Donc là, on va parler des récoltes sud-américaines, celles qui ont lieu présentement ou qui sont déjà terminées dans certains cas. Donc, au niveau de la production de maïs et de soya là, au Brésil, là, on a mis vraiment les chiffres pour les 2 années, donc 2024-2025. Pourquoi? Ben, parce que c'est les récoltes actuelles. 2025-2026, on parle de grains qui ne sont pas encore semés, là. Donc, on parle là, novembre 2025, là, c'est à ces moments-là qu'ils vont se semer. Donc, vraiment les chiffres les plus je vous dirais les plus solides, c'est ceux de 2024-2025. 169 millions de tonnes pour la production de soya au Brésil. Écoutez, je crois que c'était la première estimation de l'USDA là, en mai dernier. Là. Donc, il faut dire là, que l'USDA a vu juste, là, il a été capable là, vraiment d'identifier la donnée là, au million de tonnes près. Là. Donc, tout ça pour dire que la récolte record à 169, elle était juste. Dans le dernier rapport de l'OSDA, on a monté les estimations de la production de maïs. Donc, on est passé de 126 millions de tonnes à 130 millions de tonnes. C'est un chiffre assez important. Et pour l'instant, je vous dirais qu'il n'y a rien qui nous annonce là, comme quoi que il va y avoir des baisses là, de rendement là, pour le maïs pour l'instant. Donc, pour l'instant, là, on voit vraiment une très belle récolte de maïs là, pour 2024-2025. Puis 2025-2026, ben, essentiellement, ce qu'on voit, ben, tu sais, c'est une stabilisation au niveau là, du tonnage, au niveau du maïs pour 2025-2026 et une légère hausse là, au niveau qui serait due probablement aux superficies pour l'année prochaine, 2025-2026, à 175 millions de tonnes. Pour l'Argentine, je vous dirais que le portrait ne change pas vraiment. Je vous dirais que peu importe les années, là, si vous mettez là, une barre autour du 50 millions de tonnes, vous êtes pas mal dedans. Là. Donc, pour l'année prochaine, bon, une légère hausse au niveau du maïs, une certaine stabilisation là, pour le soya. Mais pour l'instant, je vous dirais là, que les estimations pour 2024-2025, bon, 50 millions de tonnes pour le maïs, 49 millions de tonnes pour le soya. C'est pas mal dans la moyenne. Par contre, ce qui est à noter, c'est qu'on voit vraiment que l'Argentine a eu d'importantes pluies. Là. On dirait qu'ils ont eu une petite fenêtre là, à partir du Québec là, parce que vraiment, ça a été des niveaux d'eau là, excessivement élevés. Là. On parle entre 3 et 4 fois ce que le mois de mai, normalement, réserve pour l'Argentine. Donc, il y a des dommages qui risquent d'être faits au niveau des récoltes, mais pour l'instant, il n'y a pas encore une firme de consultants ou une bourse là, qui a été capable de l'évaluer pour l'instant. Là. Donc, c'est encore tout neuf, mais il va falloir s'attendre à une certaine baisse là, au niveau là, de la production pour 2024-2025 pour le soya en Argentine. Au niveau des exportations de maïs, ben, vous le voyez, là, les États-Unis, depuis quelques années, là, vous voyez, ben, en fait, on ne le voit pas. En fait, c'est justement ça l'affaire, c'est que 2022-2023, les États-Unis avaient perdu là, leur couronne en termes de premier exportateur de maïs dans le monde au profit du Brésil. Mais là, on voit depuis 3 ans, là, les États-Unis sont revenus euh, le premier exportateur mondial de maïs à des niveaux excessivement élevés. Là. On le voit, là, 68 par rapport à 43 pour 2025-2026. C'est de loin le premier exportateur. Ensuite, on voit l'Argentine qui suit de très près le Brésil au niveau de 37 millions de tonnes. Et on a l'Ukraine qui, bon an, mal an, malgré tout, malgré l'actualité par rapport à l'Ukraine,
exporte de très grandes quantités là, de maïs, là, donc demeure un joueur qui est non négligeable malgré tout, là. Au niveau du soya, par contre, là, c'est pas le même portrait là, pour que le maïs, là, c'est-à-dire que le Brésil, non seulement il domine, mais là, on voit là, qu'à 112 millions de tonnes prévues pour 2025-2026, si vous vous souvenez là, des diapositives que Ramsey parlait, ben, c'est les importations chinoises. Donc, à toute fin pratique, le Brésil peut soutenir à lui tout seul la demande à l'importation, la demande d'importation de la Chine. Les États-Unis sont plutôt à 49 millions de tonnes, ce qui n'est pas un petit volume, mais ça reste quand même que lorsqu'on compare l'échelle, là, on est deux fois plus, le Brésil est deux fois plus important que le Brésil, que les États-Unis à ce niveau-là. Alors, pour le portrait du blé, suivante, s'il te plaît. Euh, on va parler ici des principaux exportateurs, mais au niveau de leur récolte, allons-y de gauche à droite. Australie, 31 millions de tonnes, c'est l'hémisphère sud. Ils commencent à semer leur blé. Ils récoltent, eux, à partir de la mi-octobre jusqu'en décembre. Donc, c'est trop tôt pour se prononcer. Les semis ont à peine démarré. Canada, 36 millions de tonnes. Tout indique qu'on aura quand même de bonnes superficies dans l'Ouest canadien. Contrairement au Québec, les semis ont été rapides dans l'Ouest, à tel point qu'à un moment donné, il faisait plus de 30 degrés au Manitoba. Bon, après ça, ils ont peut-être eu quelques flocons de neige, mais c'est l'Ouest canadien. Mais de toute façon, leurs semis sont quand même hâtifs. États-Unis avec 52 millions de tonnes, la seule chose qu'on peut dire, c'est que les régions de blé de force d'hiver qui manquaient d'eau ont eu d'excellentes pluies dans les 3, 4 dernières semaines et que quand même la condition du blé d'automne est assez bonne. Pour la Russie, à 83 millions de tonnes, on est en dessous des niveaux records qu'ils avaient connus il y a 3 ou 4 ans, mais malgré tout, ce serait une récolte tout à fait correcte. Il y a quand même la région du sud qui les énerve un peu. Il manque d'eau. C'est pas dramatique, mais ils auraient définitivement besoin d'un 50 millimètres de pluie dans la région proche de la Crimée. Ukraine, 23 millions de tonnes, comme l'a dit Étienne. Écoutez, guerre ou pas, puis ça fait 3 ans qu'ils sont en guerre. Ils réussissent à semer, ils réussissent à produire, puis ils réussissent à exporter. Ils font quand même un travail admirable. L'Union européenne, si vous voyez un rebond de la production à 136 millions de tonnes, c'est que l'année passée, il y avait eu une très mauvaise récolte en France et une récolte assez médiocre en Allemagne. Donc, la prévision est un retour à la normale. Cela dit, il y a quand même un petit bémol. La moitié nord de la France, qui compte quand même pour la majorité de la production de blé, est sèche. C'est surprenant parce que c'est la région qui normalement reçoit le plus d'eau. Et la moitié sud, elle, a eu beaucoup de pluie. Alors, on commence à parler de sécheresse dans le nord-est de la France. Faut suivre. Faut suivre ça de près. L'Allemagne était assez sèche, mais l'Allemagne commence à avoir des précipitations. Évidemment, on parle de blé d'automne en Europe. Ils ont encore du temps, mais je vous dirais, la France n'a pas l'air de se diriger vers de très bons rendements. Suivante, s'il te plaît. Alors, pour les exportations, évidemment, ça va partir avec ce qu'ils ont produit. L'Australie, les exportations sont prévues baisser un peu à 23 millions de tonnes. Le Canada, très stable, 27 millions de tonnes. Les États-Unis baisseraient un peu à 22 millions de tonnes, mais regardez surtout la Russie. Oui, on n'est plus au niveau record 2023-2024, mais malgré tout, c'est le premier exportateur mondial avec 45 millions de tonnes. L'Ukraine, 17 millions de tonnes. Et finalement, l'Union européenne, qui devrait voir leurs exportations rebondir à 34 millions de tonnes, en autant, évidemment, en autant que la récolte soit au rendez-vous et il y a quand même maintenant un certain doute quant au rendement en France. Donc là, on arrive vraiment, là, je vais pas dire au cœur, là, mais probablement aux préoccupations que vous avez, là, vous tous et chacun là, ici, là.
et vous toutes autour là, dans cette présentation. Donc, on va commencer par le Canada au niveau des ensemencements, les données qui sont sorties le 12 mars dernier. Quand même plus tôt que d'habitude. Normalement, c'est un petit peu plus tard en saison, là, à peu près à mi-avril. Là, cette année, Statistique Canada les a sortis un petit peu plus tôt. Donc, vraiment, l'intention que je veux mettre d'abord et avant tout, là, c'est vraiment la baisse des superficies de canola au profit du blé. Donc, vraiment plus de blé qui vont se semer. Et ça a été annoncé là, avant même là, les annonces de tarifs, ou du moins trop tard pour que les producteurs puissent vraiment changer leur plan de semis. Un autre élément sur lequel je veux apporter votre attention, tu sais, oui, pour l'avoine, on voit une certaine hausse, là, quand même assez minime, mais il faut savoir là, que par rapport aux dernières années, là, ça reste quand même assez faible, là. Donc, on voit un marché de l'avoine qui peine encore à se relever, là, du moins à revenir à des niveaux là, plus intéressants là, que les dernières années, voire même cette année aussi, là. Au niveau de l'Ontario, mauvaise nouvelle pour nous, une augmentation des superficies de maïs. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir davantage de maïs qui pourrait venir compétitionner le nôtre sur notre marché. Une baisse au niveau des superficies de soya, une bonne hausse des superficies de blé. Ça, c'est dû au fait là, que, ben, il faut savoir en fait qu'en Ontario, la majorité du blé, c'est du blé d'automne et tout dépend des conditions de semis à l'automne. Et l'automne passé, ça a été des conditions là, excellentes. Donc, une hausse des superficies en blé d'automne. Au niveau des petites céréales, là, on voit là, bon, ben, tu sais, stabilisation au niveau de l'orge, une baisse au niveau de l'avoine, somme toute, et bon, une légère baisse au niveau du canola là, en Ontario, mais ça reste que au niveau ensemencé, ça reste quand même à des faibles superficies. Au Québec, bon, une légère baisse au niveau des superficies de maïs, le soya également, une petite hausse au niveau du blé, et le reste des superficies ben, sont en baisse. Euh, ce qui est intéressant à noter, là, c'est vraiment que la sommation de toutes ces superficies-là prévoit une baisse là, en fait, des six principaux grains là, de 33, environ là, 33 000 hectares de grains. Pour avoir analysé les données plus en détail, là, Statistique Canada prévoit une hausse des superficies de sec de manière assez importante, là, qui viendrait justement capter une bonne partie là, des baisses de tous les grains. Bon, à savoir, est-ce que, il va vraiment avoir une hausse des superficies de seigle? Honnêtement, j'en doute un peu, là, surtout que le marché, il n'est pas tant développé, mais apparemment, ça irait vraiment plus pour l'autoconsommation. Mais bref, il va falloir attendre les prochaines estimations des superficies là, ensemencées au Canada, là, qui devraient paraître le 27 juin prochain, pour savoir si réellement là, le maïs, en fait, tous les grains baissent, sauf le blé là, au Québec. Bon, le sujet que vous avez tous là, au bout des lèvres, là, les niveaux de semis pour l'instant. Donc, j'ai comptabilisé aujourd'hui là, les niveaux là, de semis dans les dernières années au niveau du maïs et du soya selon la tournée des grandes cultures, là, ce que Jean-Philippe fait en termes là, de transmission de données. Donc, on voit là, les chiffres que vous avez en bas, là, c'est les nombres de semaines. Donc, à la 19e semaine de l'année, vraiment, on voit là, que pour le maïs, bon, c'était pratiquement nul. Je pense que je vous apprends rien, là. Le mois de mai a été assez horrible, merci. La semaine dernière, à la 20e semaine, on voit là, vraiment qu'on était sérieusement en retard, là. On était légèrement en retard par rapport à l'année dernière, qui était déjà en retard, mais lorsqu'on regarde la moyenne quinquennale, là, la moyenne des 5 dernières années, on est très en retard. Et lorsqu'on regarde l'année passée et la moyenne des 5 dernières années, en théorie, là, on serait autour de 95 de semis. Je ne suis pas agronome, mais mon petit doigt à moi me dit que je pense pas qu'on est à 95 là, cette semaine au niveau là, des ensemencements. Je ne pense pas me tromper à ce niveau-là. On a entendu des estimations allant de 30 à 70. Bon, 30, c'est le niveau actuel, là, donc tout se peut dire qu'il ne s'est rien semé, mais à 70 dans le meilleur cas, ça reste quand même un important retard. Par contre, là, si vous regardez l'évolution, là, au Québec, ça prend juste une belle semaine, puis on est capable de clencher ça de manière assez significative, là. L'année passée, là, c'était une hausse de croix de 65 donc, pour le maïs. Donc, il suffit qu'une bonne semaine, puis la semaine prochaine, il annonce beau. Donc, tout ça pour dire que oui, il va y avoir un retard, mais je pense que ça va être quand même rattrapable. C'est sûr qu'on ne part pas avec le scénario idéal, mais comme on le répète souvent, là, c'est pas les semis qui sont vraiment qui vont être
quoi le terme exact, là, mais qui vont vraiment donner la production finale. Donc, il reste quand même plusieurs étapes à arriver avant la récolte. Il n'y a pas nécessairement une corrélation direct entre le niveau des semis et le niveau des rendements et donc de la récolte, mais n'empêche qu'on ne commence pas avec le scénario idéal. Pour le soya, mais je vous dirais que le scénario est encore pire que pour le maïs, là. On le voit, là, on est en bas de 10% là, de nos semis dans toute la province, alors qu'en moyenne, là, on est légèrement en dessous du 70%. Donc, l'année passée, on était légèrement en dessous du 20, là, donc c'est pas un bon scénario. Par contre, les semaines sont un petit peu plus tardives, là. Les ensemencements de soya peuvent prendre une semaine de plus là, de manière générale là, au Québec. Par contre, cette semaine, je ne pense pas non plus là, qu'on est au-dessus du 70%. Là, ça, disons que ça va prendre du beau temps et j'espère qu'on va l'avoir là, la semaine prochaine. Au niveau de notre offre et demande au Québec, 2024-2025, bon, on ne va pas revenir sur la production ni les rendements. Là, tout ça, c'est connu. Au niveau des importations, on a quand même maintenu notre cap à 80 000 tonnes. Il faut savoir que ce chiffre-là, ce pas des importations outre-mer, là, c'est vraiment des importations qu'on voit qui viendraient vraiment de l'Ontario. Donc, à ces niveaux-là, malgré le fait qu'on a une bonne production, on évalue quand même de très grandes importations. Pourquoi? Ben, la production, elle est très forte en Ontario. Donc, à ces niveaux-là, je pense qu'on va avoir du grain ontarien qui risque de rentrer sur notre marché. Par contre, bon, une consommation à 2,9, c'est tout à fait respectable, surtout compte tenu là, de la situation dans le port. Pour avoir parlé avec les gens dans le port, c'est pas la catastrophe comme c'était il y a quelques années, mais c'est pas non plus un scénario de croissance. Donc, on est vraiment en train de gérer la stabilité dans le secteur porcin. Au niveau des exportations, ben, on a des très bonnes exportations. Je ne pense pas vous l'apprendre non plus, là. Vous avez sûrement livré vous-même là, du maïs au port du Québec. Donc, on prévoit environ 700, un peu en bas de 750 000 tonnes de maïs qui va être exporté. Bon, le record de mémoire était autour du 1 million de tonnes. Il y a quelques années, on a fait selon les statistiques, c'est à peu près 908 millions, 908 000 tonnes de maïs qui a été exporté. Tout ça pour dire qu'avec des stocks de 455, on demeure quand même assez confortable. Donc, à la question, est-ce qu'il va manquer du maïs cette année au Québec? Je ne pense pas. Par contre, l'élément vraiment à noter, c'est si on n'en manque pas, c'est parce que aussi, il y a une partie qui vient de l'Ontario. Donc, quand même une donnée là, à garder en tête. Pour l'année prochaine, évidemment, le rendement, ben, c'est un rendement quinquennal, la moyenne des 5 dernières années, à 9,6. Évidemment, dès qu'on arrive à un scénario plus positif, on pourrait être à la hausse. Mais pour l'instant, je vous dirais, là, avec les conditions actuelles, un rendement tout simplement de moyenne des 5 dernières années nous paraît tout à fait là, convenable. Une production à 3,4 millions de tonnes. Des importations qui vont être plus grandes, ben, on l'a vu là, au niveau des ensemencements en Ontario, sont plus importantes. Et au niveau des semis, ben, aussi, là, ils ont des semis qui sont partis sur les chapeaux de roue. Donc, il y aurait un plus grand marché en Ontario, donc ça risque de venir sur notre marché, donc un petit peu plus de tonnage venant de l'Ontario. Au niveau de la consommation intérieure, ben, on prévoit une légère hausse, mais à ces niveaux-là, là, quand même, ça reste relativement stable. Au niveau des exportations, quand même, une légère baisse là, par rapport à cette année, sont assez solides. Et donc, au niveau des stocks de report, on est à 450 000 tonnes de maïs, qui nous donne un marché plutôt assez neutre pour l'année 2025-2026. Au niveau des exportations, ben, j'ai fait un petit graphique là, pour vous montrer vraiment toutes les exportations. Et ici, j'exclus les mouvements interprovinciaux. Donc, il n'y a pas d'exportation de maïs du Québec vers l'Ontario. C'est vraiment tout ce qui quitte les frontières et donc qui doit être déclaré par les douanes. On voit là, que 2025-2026, la barre jaune, on est vraiment au-dessus de la moyenne des dernières années. Par contre, on n'est pas aussi élevé qu'il y a quelques années. Je vais tasser vos visages. 2022-2023, là, vraiment, là, il y avait 800 000 tonnes qui avaient quitté les frontières canadiennes provenant en partance du Québec. Donc, de très grandes exportations, là. Donc, on n'est pas dans un scénario très élevé. On va être en dessous du 800 000 tonnes au niveau là, des exportations
800 000 tonnes au total, mais je crois que vraiment, on va avoir quand même de très bonnes exportations, ou du moins, là, c'est ce que la tendance nous semble démontrer jusqu'à présent. Au niveau du taux de change, oh boy, ça a été quelque chose, autant de surprise que d'imprévu, là. On a vu là, dès l'élection, en fait, un mois avant l'élection de Trump, on a vu vraiment une certaine incertitude là, au niveau des marchés. Les marchés s'inquiétaient au niveau de l'économie canadienne avec un possible retour de Donald Trump au pouvoir. Par la suite, ça a été confirmé, le dollar s'est fragilisé, d'autant plus qu'au niveau du gouvernement canadien, euh, il y avait un certain mécontentement par rapport à Justin Trudeau. Et tout ça fragilisait vraiment les perspectives de marché au Canada et donc affectait le dollar. Par la suite, une certaine remontée, une certaine stabilisation pendant un certain temps et puis une remontée. Pas longtemps après les élections, ouf, le dollar a augmenté, mais il faut aussi savoir qu'il y a une certaine incertitude qui venait aussi là, de tout ce qui venait des tarifs douaniers aux États-Unis. Le 9 avril, qui est juste en bas de la hausse des grains, pas des grains, mais du dollar canadien. Le 9 avril, c'est là qu'on a pas appris, mais on a dévoilé une exemption là, au niveau là, des tarifs et donc le dollar a remonté. Il faut savoir aussi que le dollar américain s'est pas mal affaibli dans les derniers jours et donc qui explique en grande partie la hausse là, du dollar canadien. Au niveau du baril de pétrole, on ne l'a pas ici, là, mais disons qu'on a essuyé pas mal une, une importante baisse. Là. On avait des taux auparavant, en 2024, autour de 80, 70 dollars US le baril. Là, on est plutôt entre 60, 65 là, dans les derniers jours. Là. Donc, c'est pas le pétrole qui est venu nous aider, mais c'est vraiment l'affaiblissement du dollar américain. Et des perspectives aussi là, qui n'étaient pas aussi bonnes que prévu. Donc, au niveau des prix et bases courants du maïs, bon, ben, vous le voyez, là, si on fait vraiment fi de l'avant-récolte, là, pendant la récolte, on avait des bases négatives, on avait une production qui était supérieure à la demande, donc des bases qui étaient négatives, qui variaient entre 0 et moins 20 dollars US le boisseau. Par la suite, ben, on a vu que la base s'est rapidement raffermie et on est monté à des niveaux excessivement intéressants, là, au-dessus du 40 cents US le boisseau là, dans les derniers jours. C'est très excellent. Et donc, et tout ça pendant ce temps-là, là, de décembre jusqu'à mars, si vous consultez le quotidien, là, on avait vraiment des valeurs locales qui équivalaient la valeur d'exportation. Tout ça pour dire qu'on était compétitif sur le marché international et donc on exportait du maïs, ou du moins il y a du maïs qui s'est vendu, qui risque d'être destiné pour l'exportation. Tout ça avec des prix là, totaux qui ont monté depuis la récolte, hein, vous vous souvenez, pour ceux qui ont peut-être les hauts de cœur en regardant ce graphique-là. On a vendu du maïs autour de 220. On avait des cotes 210 même, selon certaines ventes. Et là, on est rendu à 270, même qu'on entend des offres à 280 présentement. Donc, vraiment, là, une hausse qui était assez surprenante là, au niveau du maïs, qui, au niveau des prix, a été expliquée en partie à cause du contrat à terme, mais aussi là, à cause de la hausse de la base. Au niveau de la récolte, bon, on voit une certaine fluctuation, mais essentiellement, là, si on regardait vraiment attentivement les échelles, euh, c'est relativement assez stable. Au niveau du prix, là, si vous visez entre 260 et 240 dollars canadiens la tonne, là, vous êtes pas mal dedans. Au niveau de la base, là, entre 0 et moins 10, vous êtes pas mal dedans. Donc, pour l'instant, on voit vraiment un marché qui, bon, on voit une certaine production plus élevée que la demande, mais n'empêche que autour de zéro, là, ça serait pas mal le marché de l'équilibre. Là. Donc, tout ça pour dire que pour l'instant, quand même un marché qui peut être assez intéressant avec une base à zéro, mais ça, évidemment, tout va dépendre de l'incertitude des acheteurs par rapport à la récolte 2025. Et donc, il y a peut-être des occasions à les capter s'il y a certains acheteurs qui sont inquiets avec les semis. Au niveau des prix et bases courants du soya, ce qui est à noter, c'est la chose suivante. Dans les dernières années, je vous dirais depuis que je suis au PGQ, une base normale là, dans le soya, généralement, ça tourne entre le moins 25 et le moins 45 cents US le boisseau. Et vous voyez là, que depuis, je dirais depuis janvier, ça a été comme pas mal le cas. Là. On voit là, vraiment que la base au Québec, elle suit ce rythme-là. Et depuis, disons, l'arrivée au pouvoir d'un certain
Monsieur Orange, on voit là, que notre base s'est pas mal affaiblie. Il faut savoir là, qu'au niveau des acheteurs, les triturateurs là, au Québec, puis Ramsey en a discuté là, précédemment, il y a une baisse de la demande au niveau là, des produits de trituration. C'est pas nécessairement que les tarifs font peur au marché, c'est l'incertitude entourant les tarifs. Donc, pour l'instant, les acheteurs qui viennent au Québec, qui pourraient acheter des sous-produits, n'auraient pas de tarifs. Mais ils ne savent pas s'ils peuvent compter sur les produits canadiens et préfèrent se tourner vers des marchés qui sont moins à risque. Quoique aux États-Unis, un marché moins à risque, là, il va falloir le définir parce que là, pendant un certain moment, Donald Trump était en guerre contre tout le monde, là, mais il y a eu une certaine pause à ce niveau-là, mais euh, cet homme-là, disons, est imprévisible. Donc, on peut pas être garant du futur. Mais tout ça pour dire que les incertitudes ont affecté à la baisse vos bases et donc, M. Trump est principalement responsable là, d'une baisse là, de vos bases que vous subissez présentement. Et ça se reflète effectivement au niveau là, de la base pour la nouvelle récolte. Hein, lorsqu'on regarde les bases habituelles, on est en dessous, là, mais vraiment en dessous. Le moins de 65, comme on montrait là, pour le courant, c'est ce que les acheteurs sont prêts à se garantir. Donc, une hausse du risque fait en sorte que les acheteurs ont besoin de prendre une plus grande part de bénéfices et donc ils vont se rattraper au niveau de la base en vous offrant une base moins forte. Je ne veux pas dire que c'est une arnaque ou que c'est quoi que ce soit, c'est la réalité du marché. Une hausse du risque égale une grande hausse là, de- de- pas de profit, mais de se garder une plus grande marge de manœuvre et ça, ils vont aller le chercher au niveau de la base. Au niveau des prix, mais quand même, on est même quand même en ce moment au-dessus du 500 la tonne, au-dessus du marché. Hein. Si on se rappelle, il y a à peine mois de décembre, c'est à peu près la valeur cible là, qu'on visait. On est encore au-dessus, donc ça reste quand même des prix intéressants. C'est juste que c'est dommage que toute l'incertitude liée au marché américain fait en sorte qu'on n'a pas des bases intéressantes. Au niveau des prix des céréales, je vous dirais que dans les derniers mois, bah, c'est un marché qui est quand même assez stable, là. L'orge, l'avoine, le blé planifiable, euh, le blé fourragé, quand même des prix assez stables. Là où c'est surprenant, c'est au niveau du canola. Vous voyez, là, euh, lorsqu'on part du haut vers le bas, c'est là qu'on évolue dans le temps. On est passé de prix allant de 600 la tonne, ce qui est quand même un prix intéressant, à du 640 la tonne présentement, alors qu'on a eu un marché qui a été affecté par les tarifs chinois. Il faut savoir que, bon, il n'y a pas, vous le savez, là, Ramsey en a parlé, il n'y a pas de tarif sur la graine en tant que telle de canola. Il y en a sur les produits. Donc, pour l'instant, le marché fonctionne encore bien jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire que les Chinois ne vont pas mettre de tarifs plus tard, mais au moins, on peut leur donner ça. Euh, Ils sont méchants peut-être, oui, mais au moins, ils sont plus stables que notre voisin du Sud en termes d'imposition de tarifs. Donc, pour l'instant, je vous dirais que le marché demeure relativement confiant de pouvoir vendre en Chine et ce qui nous donne des prix relativement intéressants. Lorsqu'on regarde le prix nouvelle récolte, écoute, de mémoire, là, on est autour du 675 la tonne, là, à peu près. Là. J'y vais grossièrement. Là. Donc, des prix quand même assez intéressants. Puis une base au Québec là, intéressante, c'est à peu près un moins 25 la tonne. Donc, à moins 25 à 675, on est capable d'aller chercher un prix autour de 650 assez facilement, selon moi. Donc, ça reste des prix quand même intéressants, malgré des nouvelles qui auraient pu nous en dire tout à fait le contraire. Alors, on y va maintenant pour la conclusion. D'abord, voici les prévisions de prix du USDA 2025-2026. Au fond, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont modérément baissiers pour le maïs qui perd 15 cents, modérément haussiers pour le soya qui gagne 30 cents et un petit peu baissier pour le blé. Sur le chat, il y a une très bonne question de Monsieur Éric Deschênes par rapport au prix du maïs à 4,20 et au fond, ce que Monsieur Deschênes dit, est-ce que ce serait pas plutôt un plancher qu'un plafond? Puis, quand je regarde ce prix, et sans porter de jugement, j'aurais plus tendance à penser qu'il y a plus de chances qu'on se retrouve au-dessus qu'en dessous. Je m'explique. Là, on est parti avec un scénario absolument fantastique aux États-Unis.
production record qui bat tous les records précédents. Donc le 4,20 $, et je suis d'accord avec Monsieur Deschênes, est basé sur un scénario où tout est presque parfait pour le maïs. Puis comme on le sait, souvent la réalité après diverge. Il faut quand même garder à l'esprit que cette année, le Brésil a une très bonne production de maïs et que donc le maïs brésilien va être encore plus présent sur le marché mondial. Mais là aussi, il y a un petit bémol. Jusqu'à il y a 5 ou 8 ans, disons, l'éthanol au Brésil était produit presque exclusivement à partir de la canne à sucre. Mais maintenant, dans les dernières années, avec la hausse de la production de maïs, ils produisent de plus en plus d'éthanol à partir du maïs. Les derniers chiffres que j'ai vus montraient que jusqu'à 30-35% de l'éthanol au Brésil provient maintenant du maïs et ça pourrait augmenter. Tout ça pour dire que l'augmentation de la production brésilienne pourrait en partie aller vers l'éthanol et non pas nécessairement les marchés d'exportation. Alors, Monsieur Deschênes, si vous voulez mon intuition plus qu'autre chose, je dirais 4,20 $ peut-être, plus de chances d'aller au-dessus qu'en dessous. Je le verrais presque comme un plancher. Cela dit, quand on regarde la prévision pour 24-25, le 4,35 $, il faut reconnaître que le USDA avait vraiment visé juste parce que au mois de mai 2024, ils avaient prévu un prix de 4,40 $. Et donc, 12 mois après, on est à 4,35 $. Mettons qu'ils étaient en plein là-dedans. Suivante, Étienne. J'ajouterais peut-être juste un petit bémol par rapport à ça, puis on en a discuté, puis de toute façon, c'est plus à ce niveau-là qu'on commence plus une discussion là, générale. Euh, Évidemment, tout ça prend en compte qu'on est à 95,3, je crois, là, de millions d'acres aux États-Unis de maïs. Avec des semis qui se déroulent bien. Il y a de la place pour la croissance. Est-ce qu'il va y avoir une place pour la croissance pour le maïs ou pour le soya? Ramsey est plus équipe soya, je suis plus équipe maïs, mais si on y va avec un scénario qui irait avec un 97 millions d'acres, là, le 4,20 risque d'être sous-estimé. Mais rendu là, c'est de l'ordre de l'opinion. Là, votre, votre opinion est aussi bonne que la mienne rendue là, à ce point-là. OK, alors, la suivante. Alors, voici des prévisions de prix du CIM pour 2025-2026. On vous a mis aussi la fourchette des prix pour l'année courante. Comme vous pouvez voir, rien de drastique. On est pas mal, je dirais en bon français, flat. Si on prend le maïs pour l'année en cours, on est 250-270 $. Pour 2025-2026, on a mis une fourchette, on part toujours avec une fourchette de 30 $, 240-270. Si vous prenez le milieu, bon ben ça irait 255 contre 255, 260 contre 255. Donc vraiment un petit 5 $ de moins, rien de drastique. Pour le soya, 500, 530, le blé fourragé, enfin, vous pouvez voir tous les prix ici. Avec quand même une remarque très importante. Ces prix sont basés sur une situation de tarif douanier comme on la connaît aujourd'hui. Je m'explique. Un, il n'y a pas de tarif douanier sur le commerce des grains entre les États-Unis et le Canada. Deux, il n'y a pas de tarif douanier chinois sur le canola. Donc, si vous voyez le canola à 630, 660, c'est la situation où on est actuellement, où le canola n'est pas taxé par la Chine. Alors, écoutez, dans le temps, d'ailleurs, on mettait ces prévisions sur le site Internet. Il a été décidé depuis 1 an ou 2 de les enlever, mais Étienne et moi, on le fait toujours à l'interne, entre autres pour Marie-Hélène. Et puis, on a d'autres demandes, dont la Régie des marchés agricoles. Et c'est d'habitude des prix qu'on remet à jour aux 2 ou 3 mois assez régulièrement. Suivante, Étienne. Alors, les facteurs clés à garder en vue.
D'abord, les récoltes et les exportations en Amérique du Sud. Pourquoi je dis récolte? Parce qu'au Brésil, comme l'a mentionné peut-être tantôt Étienne, la deuxième récolte de maïs safrina n'est pas encore battue. Ils vont commencer le battage dans 2 ou 3 semaines. À date, tout est beau et tout indique qu'ils auront une très bonne récolte, mais bon, c'est pas encore fait. Idem pour l'Argentine, il resterait difficile à dire, ça varie, entre 30 à 40% des grains à récolter. Et il y a eu quand même de très fortes pluies à Buenos Aires. Est-ce que ça a endommagé ou pas les rendements? On va le voir. Aux États-Unis, évidemment, on est maintenant en plein dans la période clé les semis qui se termineront bientôt la semaine prochaine ou presque, et puis évidemment le rendement qui va être fait au mois de juin et juillet. Les exportations aux États-Unis, c'est toujours un facteur clé qui continue quand même à un très bon rythme. Mhm. Euh, Surtout pour le maïs et le blé, et un peu moins pour le soya, mais c'est vrai que c'est la concurrence du Brésil. Incertitude géopolitique, on en a parlé dans les tarifs douaniers, Étienne l'a mentionné, j'en ai parlé. Il faut voir ce que font les États-Unis, la Chine et aussi le Canada. Il faut se rappeler qu'on avait mis des contre-tarifs douaniers sur les États-Unis il y a quelques semaines. Puis c'est intéressant parce qu'on avait un appel conférence avec l'Ouest canadien avant-hier. Puis personne n'était sûr si oui ou non on avait enlevé les contre-tarifs douaniers canadiens. Puis je parle du Canada, là, je parle pas des États-Unis. C'est rendu assez mêlant. Certains disaient oui, ils ont été enlevés, d'autres ont dit non. Finalement, moi j'ai dit ils n'ont pas été enlevés, mais ils ont été suspendus par M. Carney. Mais la réalité est que c'est assez nébuleux là-dedans. Un autre facteur toujours important, taux de change. Évidemment, le taux de change du dollar canadien ou du réal brésilien qui a beaucoup d'impact. Et puis, le dernier, évidemment, les semis tardifs au Québec, alors qu'ils sont actifs en Ontario, actifs dans le Midwest, actifs dans l'Ouest canadien. Faut croire que, en quelque part, c'est une drôle de météo qui s'est concentrée sur le Québec. Mais comme l'a dit Étienne, et c'est vrai, on nous prévoit du beau temps la semaine prochaine. Alors, on va se croiser les doigts. Et puis, Étienne, je pense que c'est tout. Après, on a une autre diapo, Oui. ouais, Donc, les coordonnées auxquelles que vous pouvez nous rejoindre. ouais, Donc, vous avez nos courriels, ouais. numéro de téléphone avec nos numéros de poste. On a une chaîne YouTube dans laquelle on dépose nos vidéos, hein, les écomarchés, les tendances et les rapports du USDA. On est disponible sur LinkedIn, mais ça, c'est plus les producteurs de grains en général. On est encore rebelle, on écrit encore Twitter, donc on met nos commentaires du midi sur Twitter. Et également, là, il faut savoir que les présentations comme celle-ci ben, ont été développées grâce aux données que vous fournissez au DSRDI. Donc, c'est très important d'y participer. Vous pouvez transmettre par courriel, par téléphone, ou vous pouvez également télécharger l'application AppGrain et transmettre rapidement là, vos données de vente. Donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, on les prend tout d'un Étienne, coup. on commencerait par une question du chat par rapport au grain bio. OK. Brigitte voulait savoir si tu pouvais un peu commenter Euh, les grains bio. on dirait que... Le chat m'est venu à moi seul. Alors, Ah, si OK. tu as des commentaires à faire un peu sur les grains bio qu'on n'a pas couverts dans la présentation. Ah, écoute, pour le niveau des grains bio, la tendance est un peu plate, je vous dirais. Là, on est vraiment des prix avant pandémie, puis on est là pour un certain temps. Il faut savoir là, que dans le bio, on est prêt avec des stocks de manière assez importante et il va falloir écouler les stocks pour ensuite percevoir une certaine croissance dans le secteur. Euh, donc, pour l'instant, c'est là qu'on en est. Puis, à voir les prix de l'USDA, on commence à avoir une certaine hausse des prix, là, mais ça reste quand même tout de même assez tranquille. Ce qui m'inquiète un peu plus, je vous dirais, puis c'est la tendance qu'on voit là, dans les, je dirais, 2 dernières années, moi, peut-être un an, bon maximum, entre 2 et 1 an, c'est de voir que la période de livraison, elle s'étend. C'est pas juste avant, là, dans le bio, on prévoyait là, un an à l'avance au maximum.
Donc, c'est rare qu'on livrait au-delà de ça. Mais là, on voit là, que dans les dernières années, on vend 2 ans, même 3 ans à l'avance, là. Donc, en 2024, si ma mémoire est bonne, là, on voyait des périodes de livraison en 2026, là. Donc, tout ça pour dire que les acheteurs, eux autres, à ces prix-là, sont prêts à se stabiliser pour une certaine période de temps. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de positif pour le secteur, là. Donc, parce que on ne voit pas là, de marché là, à la hausse pour les prochaines années. Donc, c'est là qu'on en est là, pour le bio. Là, c'est pas très joyeux pour l'instant, là. Ensuite, je vois Alain qui a levé la main. Oui, tantôt, l'avez effleuré, là, la situation qu'on vit au Québec présentement, Ramsey, avant que la soirée débute. On en a discuté un peu. Euh, c'est vrai que les équipements qu'on a aujourd'hui, en l'espace de 4 à 5 jours, tout peut changer si on vient à bout d'avoir une fenêtre de beau temps. Mais Mhm. si on n'a pas de fenêtre de beau temps dans la prochaine semaine encore, là, il va sûrement avoir des changements de plants de culture. Donc, on va changer beaucoup, peut-être du maïs pour du soya. Euh, mettons qu'il y aura un changement de culture là, vers le soya, là, il y aura, mettons, on va dire 10% des superficies qui s'en iraient en soya. On sait déjà que le ratio maïs-soya n'est pas bon pantoute au Québec. On est autour de 1,8 comparé au maïs, là. Ça a-tu une influence négative encore sur le prix du soya versus le maïs? Que plus de soya soit semé au Québec dans 10 jours? Écoute, Alain, la beauté du soya, si je peux le dire comme ça, c'est que c'est d'abord et surtout un grain d'exportation. C'est ça. Et puis, les marchés d'exportation sont là. Et on a la capacité logistique. Je veux dire que ce soit en vrac du soya OGM par les ports, que ce soit par conteneur, que ce soit du soya IP, je veux dire, on a vraiment toute l'infrastructure qui est disponible. Et donc, si c'est le cas, si on produisait, on va dire 100 ou 200 000 tonnes de plus de soya, je m'en fais pas. OK. On va l'écouler dans de bonnes conditions. Par contre, moi, ce matin, ce que j'ai entendu aux commerçants de grains, le commentaire a été plutôt fait que si ça traînait encore, qu'on perdrait des superficies de blé de printemps. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Alors, à nouveau, si on sème moins de blé de printemps, ça irait en quoi? Peut-être à nouveau du soya, possiblement. Possiblement. Mais ça a été le commentaire qui a été fait ce matin. Je vois une question OK. Je vais prendre la question qui est dans le chat avant toi, Régent. Je reviens, ça sera pas long. Maxime Bouchard, merci Étienne pour ton commentaire sur le bio. On note dernièrement une remontée du prix du soya. Par contre, les inventaires sont très bas présentement. Oui, je présume qu'on parle là, du Québec. Donc, oui, mais mon portrait se portait vraiment vers les États-Unis, Monsieur Bouchard. Donc, au niveau des États-Unis, on a vraiment des stocks là, à écouler. Au Québec, par contre, on manque de données. Donc, c'est sûr que je peux pas parler, mais tant mieux s'il y a une remontée dans le prix du soya bio. Je présume aussi que ça va être pour le marché animal là, qu'on parle là, au niveau là, de hausse de prix. Et donc, voilà. Donc, je passerai maintenant là, à Monsieur Lacaire. Oui, merci bien. C'est très bien. Euh, avez-vous effleuré, pouvez-vous effleurer un petit peu le prix des intrants? Comment est-ce que c'est comparé aux autres années? Ou? Ouais, au niveau des prix d'intrants, c'est sûr que, bon, tu le sais, là, c'est un marché qui est pas relativement, qui est opaque. Donc, on n'a pas de prix du Québec. Par contre, lorsqu'on regarde les valeurs de référence, on voit que dans les derniers mois, là, le prix de l'azote a vraiment fortement augmenté. Ça, c'est dû au fait que, bon, le gaz naturel en Europe a augmenté durant l'hiver. Là, c'est sûr que ça a baissé là, avec l'arrivée du printemps et tout, là, mais pendant l'hiver, le prix a été vraiment en augmentant à cause du fait que bon, ben, l'hiver a été plus rude en Europe et aussi un problème de production là, en Norvège qui approvisionnait euh, l'Europe en gaz naturel. Ensuite, il y a eu d'autres facteurs, notamment ben, le fait qu'il y a une hausse de la demande due au fait que ben,
on prévoyait une augmentation des superficies de maïs aux États-Unis. Donc, augmentation des superficies de maïs dit aussi une augmentation de la demande d'azote. Et ce qui aussi qui n'aide pas le marché, c'est le fait que bon, ben, la Chine a encore soit étendu ou soit qu'ils vont freiner vraiment leurs importations de manière assez significative euh, d'engrais. Et les engrais sur lesquels ils exportent beaucoup, mais il y a de l'engrais azoté puis il y a de l'engrais de phosphate. Donc, à ce niveau-là, ça aide pas le marché non plus. Donc, tous ces facteurs-là expliquent la hausse au niveau des engrais azotés. Pour le reste, je dirais là, que les prix ont relativement augmenté pour le phosphate, mais ça, je te dirais que c'était quasiment prévisible parce qu'on prévoyait déjà pas une rupture de stock, mais une demande plus élevée que l'offre. Puis ça fait quand même un an là, qu'on en parle, mais quand même, de mémoire, le prix était moins. Il a augmenté, mais de moyen moins importante que celui de l'azote. Puis pour la potasse, ben ça, pour l'instant, me semble que c'était relativement stable, mais j'y vais vraiment de mémoire. Il faudrait vraiment que je regarde mes chiffres et je vous invite à les consulter sur notre site Internet dans l'analyse des prix de fertilisants. C'est ça, on a des prix globaux qui viennent d'ailleurs, mais je sais Oui. que le Québec, c'est dur d'avoir des prix, hein. Mais c'est dur d'avoir des prix, puis c'est même si on en avait, il faut savoir comment les analyser. Ouais, Si on mélange des prix qu'on a fermés il y a 3 mois avec des prix de fermés aujourd'hui, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, il faut vraiment regarder des valeurs d'indice pour l'instant. Et ce qu'on voit ben, dans le marché américain, c'est ça qu'on essaie d'appliquer au Canada. Donc, c'est peut-être pas notre réalité, mais à défaut de mieux, c'est ce qu'on a. ouais, mais c'est ça. Ben, je trouve que c'est de valeur parce qu'on a de la misère à s'aligner, hein, pour tout le monde, là. Je suis d'accord avec Tout toi. pareil, là. Je suis d'accord avec toi. C'est pas comme dans le marché des grains qu'on peut avoir des références. Là-dedans, on n'en a pas, là. Effectivement, il y a pas de données publiques à ce niveau-là. Puis on se rappellera qu'il fut un certain temps où on dévoilait des données qui venaient de valeurs de référence qui provenaient d'abonnements payants et on avait été sommé de ne plus les publier. Donc, ça vous donne un peu l'idée là, dans Oui. comment ça peut jouer rough, là. Parce qu'évidemment, de mémoire, il me semble qu'il y a vraiment deux grandes institutions qui publient ce type de données-là. Puis ils le font de manière payante, là. On peut les comprendre. OK. Ben, merci bien. Monsieur Murray? Ben, je vous félicite pour votre lecture du canot là. Elle est excellente là, parce que on fait beaucoup mieux à ce temps-ci qu'on faisait à récolte l'an passé, là. J'ai fait mes derniers chargements cette semaine à 665, là, puis s'il m'en resterait, là, j'aurais du 710 poutres là, juin, juillet. Là. Dommage qu'on n'ait plus là, parce qu'on est à 100 pièces de plus qu'à récolte l'an passé. Là. Mais c'est sûr que ça Puis, aide quand il n'y a pas de grève. ouais, fait que ça nous aide beaucoup à ce temps-ci. Puis on signe là, du 6,70 à récolte. Là. Ça fait que votre lecture est bonne. Là. Ça fait que c'est pas mal comme votre tableau que vous avez mis. Là. Je pense que ça ressemble au prix là, qu'on peut avoir là, actuellement. Même dans nos régions là, du soya, on a quand même des prix intéressants aussi là, pour l'automne. Ça ressemble pas mal à votre fourchette que vous avez mis. Je vous félicite pour votre présentation. Merci. Merci, Pierre. Sylvain? Oui, merci, Étienne. Moi, je veux savoir si Pierre, il y a encore de la semence de canola qu'on peut s'en semer dans notre région. C'est pas mal hâtif, ça. Oui, je pourrais. Appelle les Non, fournisseurs. faire sa part, là, une petite question, Ramsey, bien facile pour vous autres, là. Euh, vous avez parlé là, des ratios, pas les ratios, les ratios stock-demande. Puis tu parlais en pourcentage, 13% là, qu'il y avait dans le maïs, là. Est-ce que le 13%, on peut ramener ça en nombre de jours, là, que fois 365, ça donnerait comme 45 jours d'inventaire? C'est-tu la même chose? Hey, bonne question. Faudrait l'analyser autrement. Ouais, faudrait que je te revienne avec ça. Ça sera pas bien. Parce qu'au Québec, là, tu parlais là, du nombre de jours, je pense que tu avais, puis l'autre, c'était Ouais, en pourcentage, là, aux États-Unis, là. ouais. Je Ouais. pense que tu as raison, Sylvain. Effectivement, ça reviendrait à un 45 jours, à peu près. Moi, c'est juste une question, là, c'était pas. Mais en pourcentage, ça devrait être ça, là, par rapport au nombre
nombre de jours que tu as sur année, là, mais c'est de vérifier cette présentation-là, là. Bon, évidemment, pour le Québec, Sylvain, si, là on y va avec des si, si on a des semis vraiment tardifs et une récolte tardive, ben, la jonction, disons, de la soudure ancienne, nouvelle récolte pourrait être un petit peu serrée. Moi, ce que je dis, bon, si un producteur m'appelle puis qu'il a 500 tonnes de maïs à vendre, ancienne récolte, je vais lui dire continue à en vendre. Mais s'il m'appelle qui me dit j'ai deux ou trois vannes, juste qui me reste, peut-être que j'attendrai un petit peu parce que dans ce genre de scénario, si tu as de la friction, qu'il y a une soudure qui se fait mal, ancienne, nouvelle récolte, tu peux avoir un pic temporaire, on s'entend là, un pic qui va peut-être durer une semaine, 2 semaines, qui sera pas nécessairement partout. Ça peut être dans une région à un moment donné. Et tu pourrais avoir un prix qui subitement, au lieu d'être à 270, quelqu'un en a réellement besoin, puis tu te retrouverais à du 285, 290. C'est quelque chose de possible. Mais j'irai pas spéculer un 500 tonnes là-dessus. Mais un, deux, trois voyages qui me resteraient, pourquoi pas? Mais là, Euh, Ramsey, là, je veux juste me faire mon tannant, ça m'arrive des fois, là, mais si le gars, il en a 500 tonnes, mais si c'est sa production totale de 500 tonnes, puis si l'autre, il a deux, trois voyages, c'est sa production totale de deux, trois voyages, c'est tout est Ouais, relationnel. exactement. Là, on parle tout est relatif, mais disons, si tu es vers la fin de ta commercialisation, c'est pas pour, j'allais dire, jouer des mauvais tours aux utilisateurs, aux Non, non, meuneries, non. non. Mais c'est de bonne guerre. C'est de Oh, bonne guerre. Puis surtout, il faut se l'avouer, on part avec un scénario quand même assez tardif. Donc, a priori, je pense pas qu'il y aura beaucoup de maïs battu début octobre. Je peux me tromper, évidemment, tout va dépendre de la météo, etc. Mais a priori, il y aura pas beaucoup de maïs début octobre. Et ça se pourrait que quelqu'un en septembre, dans certaines régions, soit un petit peu mal pris. Puis là, bon, écoute, s'il y a des bonnes occasions, il y a une opportunité, ouais. ouais. Vous avez pas présenté, là, puis c'est correct, là, aussi, là, des cartes, là, d'humidité ou bien de température, là, pour les États-Unis, là, c'est-tu des scénarios qui sont bons ou c'est moyen ou bien s'il y a des risques là, de certains éléments, là. les cartes d'humidité, tu parles? Ouais, d'humidité de sol, puis des fois, il y en avait pour, je pense, des prévisions là, de température ou bien ou d'humidité. Je pense qu'il y avait les deux, hein. Attendez, attendez. Je te fais ça. Je vais faire un commentaire en attendant. À date, vraiment, c'est beau. OK. Euh, Regarde, ça, c'est le Midwest, là. Je veux dire, c'est, je dirais quasiment à la blague, c'est plus blanc que mon chandail blanc, là. Donc, c'est très bon, là, pour l'instant. C'est sûr qu'au niveau des plaines américaines, ici, là, où on fait du blé, Oui, mais c'est un petit peu attention, moins beau, Étienne. mais Non, 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 Étienne. OK. Là, parce qu'ils viennent d'avoir de bonnes pluies, puis les Mhm. bonnes pluies se sont réparties sur à peu près 10 jours. Donc, quand tu verras cette même carte la semaine prochaine, tes plaines du nord seront plus jaunes. Oui, effectivement, parce que Euh, lorsqu'on va dans les détails, par exemple, cette carte-ci, là, on voit, là, au niveau des pourcentages, le pourcentage est à la baisse, là. Donc, et ça prend quand même du temps, là. On ne peut pas passer là, de 80 à 50 en une semaine, mais la tendance s'en va à la baisse au niveau là, de la sécheresse. Il faut savoir que ça, c'est la sécheresse. Donc, plus c'est coloré, plus c'est sec. Donc, pour l'instant, je vous dirais, pour le Midwest, ça va quand même assez bien. Puis les hautes plaines, ça s'améliore, comme le dit Ramsey. Cela dit, Sylvain, quand tu regardes, puis je les regarde à tous les jours, les prévisions de 6, 10 jours, mais surtout 10, 14 jours, ce qui prévoit maintenant, c'est un assèchement des pluies en dessous de la normale pour le cœur du Midwest. Et ça, je te dirais, je suis pas le seul, loin de là, à les regarder. Tu peux être sûr que tous les spécialistes, tous les traders les regardent. Bon, il faut les prendre avec un petit grain de sel, mais c'est quand même intéressant qu'on pourrait avoir, d'après ce qui montre,
un début de juin relativement sec dans le cœur du Midwest. Ce qu'on pourrait très bien avoir, puis on le voit assez souvent, c'est que si tu as ce genre de scénario, tu as la bourse de Chicago qui peut remonter assez brutalement le temps que les pluies arrivent. Alors, tout dépend de sur quoi tu te bases. Si tu penses que c'est juste passager, tu saisis l'opportunité, tu peux avoir une remontée de la bourse facilement de 20-30 points. Ça peut se faire assez vite. Mais évidemment, si les pluies ensuite reviennent, tes 20-30 points, tu les repères aussi vite, sinon plus vite. Là, je voulais juste montrer ici la carte pour les 7 prochains jours. Ben, vous voyez, le Midwest là, est pratiquement épargné en termes de pluie. Là. C'est vraiment les précipitations pour les 7 prochains jours. Donc, on voit le Midwest pratiquement épargné. Donc, ça serait, ben, ça permettrait de finir les semis. Puis après ça, là, on voit des pluies Ouais. assez intéressantes là, dans les hautes plaines. Donc, Sauf que, parfait pour le blé. Étienne, si tu peux aller dans WPC, mets le 10-14 Day Outlook. Sais-tu où le retrouver? Ouais, je vais aller le chercher. Ça sera pas bien long. Ouais, Je vous... c'est ce que je parlais, puis Sylvain pourra voir de quoi je parle. Tu sais, dans le sitemap, et puis tu as le 10-14 jours Outlook. 10 à... attends un peu. Le 10 à On va voir 14 si jours. on parle de la même chose. Moi, j'ai un 8 à 14. Donc, ça doit Bon, être... ben écoute, à une journée près, là, on va pas s'astiner là-dessus. Ouais, exact. Voilà. Et puis, c'est celle de droite, le Precipitation Outlook. Si tu peux un peu l'agrandir, mais de toute façon, c'est pas grave. On le voit, Sylvain, tu es à Below. Donc, finalement, le 8 à 14 jours, un certain assèchement. Est-ce que c'est inquiétant aujourd'hui? Pas vraiment, mais tu peux être sûr et certain, tout le monde regarde ses cartes. OK. Et puis, tout dépend aussi de quelle période. Pour la semaine prochaine, je suis d'accord avec Étienne, le marché va se dire, on termine les semis pour la semaine prochaine. Mais la semaine suivante, les semis vont être pas mal finis, là. Ça va être, on veut de la pluie. Alors, Non, voilà. non, c'était pour vous tester, mais vous avez bien répondu. Merci, messieurs. Puis pour ta première question là, au niveau là, des stocks, je ne l'ai pas en nombre de jours aux États-Unis, mais je l'ai en pourcentage au Québec. Là. Donc pour 2024-2025, pour le maïs, là, on a des stocks qui se tourneraient autour du 12,2%. Donc quasiment la même chose là, qu'aux États-Unis. Puis pour 2025-2026, c'est 12,8%. Donc quand même, là, quand dans le maïs, quand on est en bas du 15, quand on est en bas du 15%, C'est correct. on est un petit peu plus serré, là. À 15, là, on commence à être satisfait. Au-dessus de ça, là, il y en a trop, là. Donc, pour répondre à ta première question initiale. Good, merci, Étienne. De En rien. tous les cas, je vous dirais à tout le monde, s'il y a vraiment quelque chose à focuser, ce sont les superficies effectivement ensemencées qu'on aura à la fin de juin, aussi bien pour les États-Unis que pour le Québec et ailleurs, parce que c'est bien beau les intentions, mais en bout de ligne, c'est ce qui est réellement semé qui compte. Puis ça va être tout un défi pour le Québec parce que normalement, si je me trompe pas, Statistique Canada font leur enquête début juin, puis il y a de fortes chances qu'on n'ait pas fini de semer au début juin au Québec. Alors, quand les chiffres sortiront, je pense le 27 juin, il y a beaucoup de gens au Québec qui vont dire, ouais, mais ça a été fait avant la fin, puis ça va être discuté. Ça va être définitivement discuté. Et les superficies aux États-Unis vont être publiées le 30 juin, donc une journée avant les festivités de la Fête du Canada. Euh, oui, Alain, je me disais que la petite main elle voulait toucher pour lever la main. Bah, OK, oui. La question est autant pour Ramsey, Étienne, l'équipe à Longueuil que Sylvain, avec ce qu'on vit présentement au Québec, la financière avec ses normes, ses dates de fin de semis, puis tout ça.
Il y en a-tu un qui est capable de dire qu'il y a eu une petite discussion de commencer avec eux autres pour voir comment ils étaient pour réagir aux intempéries qu'on vit présentement, ou bien non, s'ils sont emmurés dans le paperasse et les unités thermiques effectives telle journée, puis tout ça, je ne sais pas, y a-tu quelques discussions, quelques ouvertures dans ça? Parce qu'on commence à en entendre parler dans le champ, là, ça pose des questions. Puis quand on appelle au bureau, nos conseillers, ça a l'air que ça ne répond pas tout de la même manière. Je pense que Sylvain a levé la main pour répondre. Ouais, ben, je vais y aller, là. Je pense que c'était un peu plus. Alain, il était poli, il a parlé de l'équipe, là, mais. D'habitude, il m'envoie un texto et je vais te poser une question maintenant. Non, regardez, là, c'est des éléments qu'on avait lundi, là. Lundi congé, on a commencé à se questionner, là, Alain, là, à l'exécutif, là, puis mardi, on a sensibilisé le DG, puis ils ont communiqué avec la financière. Il y a déjà des démarches qui sont entreprises là-bas à financière là, pour ils ont demandé de faire un topo de toutes les régions du Québec pour savoir où ce que les semis étaient rendus. Parce que vendredi, quand ils sont partis en vacances, ben, c'était encore dans les bonnes conditions. Là. C'est la pluie, c'est vendredi soir, samedi, dimanche, puis lundi congé. Fait que mardi matin, ils ont demandé à chacune des régions, des centres là, de services de faire un topo. Ça lui a été demandé pour avoir cette information-là pour demain, vendredi. Ils sont bien conscients qu'il y a plusieurs régions là, qu'ils ne sont pas avancés dans les semis. Qu'est-ce qu'on a entendu dire, c'est que légalement, avec le fédéral, ils peuvent pas commencer des démarches avant la fin du contrat, là, mettons du 1er juin, les dates de semis. Là. Puis ça donne que c'est dimanche, le 1er juin. Fait que euh, c'est de l'information qui peuvent pas, mais qu'ils vont-tu essayer de passer ou d'outrepasser, je pense, ces règlements-là avec le fédéral, parce que même les conditions qu'on a là, cette semaine, puis et la semaine prochaine, vont faire en sorte que ça va qu'avancer, mais ça ne sera pas terminé, là. Étienne n'est pas mal optimiste pour la semaine prochaine, mais Je vis avant, d'optimisme. avant de faire une semaine de semis, mais va falloir attendre encore 3 jours d'assèchement, je pense, de belles conditions là, de terrain pour être capable de rentrer dans les champs, mais qu'importe. Les échanges sont commencés. On les challenge justement sur ces éléments-là. On les challenge, là, on va les challenger aussi sur les questions réglementaires sur les traitements de semences, sur l'adaptation là, des hybrides, parce que les tableaux des hybrides, là, c'est des recommandations, excusez, des hybrides. Les unités thermiques avec les semences, avec les semaines et les régions, c'est des recommandations. Fait à quel niveau là, ça devient après là, que tu es hors recommandation, puis là, c'était une affectation de rendement. Fait que on veut les sensibiliser que ces tableaux-là sont là depuis plusieurs années, puis qu'on a comme un changement de chaleur ou de température là, qu'on observe dans plusieurs régions, là, que des fois on sème un peu plus tard, mais c'est fait plus chaud l'été, puis l'automne est un peu déporté, là, fait que on est capable de faire une meilleure production. Fait qu'on est, on est à cette étape-là, puis mardi le 27, là, il y avait déjà un comité avec la financière pour les suivis, l'avancement des travaux des semis qui était en place depuis 2022, je pense, là, suite à les problèmes de 2019. Là, où ça va peut-être plus long, bon, en tout cas, je ne sais pas la date au juste que ça a été instauré, mais il y en a 4 durant l'année pour voir s'il y a des régions qui ont des situations là, qui sont pas agréables, là, puis qu'on apprenne connaissance avant la fin de l'année là, pour être capable de mettre des mesures, puis être capable d'avoir que les producteurs aient des bonnes protections. Là. Fait qu'on a mis ça c'est entamé, Alain. On veut essayer d'avoir les meilleures communications possibles avec la financière, les producteurs. Je ne sais pas à quel niveau on va pouvoir essayer de faire ça vite, parce que comme je te dis, la fin de semaine.
Ça donne en fin de semaine. Puis on a vu dans le passé, on a déjà vu dans le passé des producteurs qui ont forcé le semis parce que la date d'échéance était le 1er juin, puis dans les mauvaises conditions, puis à un moment donné, le 1er juin ou bien le 2 juin ou le 3 juin, ils ont extensionné, puis bon, fait que c'est des éléments comme ça qu'on va essayer d'éviter là, le plus possible, là. Je repasse la parole à Alain. C'est Sylvain, je t'ai pas envoyé de texto parce que je savais que tu serais capable de répondre et que tu ne serais pas coincé, là. Mais c'était plus, je te posais la question pour mettre tout le monde au courant. C'était une belle plateforme là, pour diffuser l'information là, à ce soir, là. Chacun qui est là va en parler à 5, 6 personnes, puis 2, 3 autres à l'autre, puis tout ça. Mais effectivement, là, il ne faudra pas revivre ce qu'on a vécu à Ouais. l'année 2019. Là. On nous demande de faire toutes sortes de choses pour améliorer nos sols. Puis à cause de leur réglementation de dernière minute, que tu dis, ben écoute, entre 375$ l'hectare ou ben tu full l'assurance, ben elle m'a forcé le champ puis m'a le semé. Puis ça a donné des choses un peu semblables à ça en 2019. Fait que j'espère qu'à ce coup-là, ils vont avoir compris, là. C'était plus pour que tu donnes Non, ouais, y a pas de- l'information à tout le monde. Non, non, je le sais, Alain, t'es pas tannant, toi, comme ça. Mais juste peut-être pour profiter, là, Alain, là, je sais pas si je pense que tu avais mentionné là, avec avec nos conseillers à la financière, là, puis moi, j'ai eu des producteurs qui m'ont téléphoné aujourd'hui, puis je lui ai dit là, de ne pas se gêner, puis appeler le conseiller, puis les éléments que j'ai mentionnés, là, que je viens de mentionner, là, les changements d'hybride, là, puis c'est-tu adapté à la région? Mais dans mon coin, me faire un 2006, là, quand on a une région de 2009, là, quand même, que tu es à la fin du mois de mai, puis même au début du juin, là, en tout cas, moi, personnellement, là, de un, on n'a pas d'expérience avec ces hybrides-là, puis les semenciers nous disent qu'ils sont plus ou moins bien adaptés là, pour les régions. Il fait trop chaud durant l'été ou telle affaire. La disponibilité, là, moi, je pense que c'est une bonne chose d'appeler son conseiller, puis de le sensibiliser, puis de partager vos inquiétudes si vous n'avez. Si vous n'avez pas, ben, c'est bien correct, là. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, des fois, de changer ces unités-là, ou bien si vous l'êtes, ben, vous pouvez le partager avec votre conseiller pour voir s'il y a des extensions de date ou ces éléments-là pour que ça soit transmis le plus rapidement possible, là, pour pas qu'il y ait des producteurs qui fassent des transferts, soit du maïs à du soya parce qu'il ne sera plus assuré ou telle éventualité, là. Je Ah, pense puis, on est capable de communiquer avec puis avoir des bonnes orientations et des bons conseils, là. ouais, puis l'autre chose aussi, Sylvain, là, je pense que le grain de maïs qui a été mis dans la terre vendredi soir à 6 heures, puis celui qui est dans la poche aujourd'hui, avec les températures qu'on a, tu as eu le droit de semer 2950 vendredi passé, puis là, tu tomberais à 2007 demain matin, si on était capable d'aller dans le champ, garde là. Faut se servir de sa tête un peu. Là, on n'a pas perdu grand-chose entre vendredi et demain matin. Ben, moi, dans mon cas, il y avait 1 centimètre de germe un matin, là. Bon, ça veut dire 75 unités thermiques. Je passerai la parole à Pierre. Ben, je pense que c'est important, là, ce que Sylvain dit, là, que chacun parle avec son conseiller, parce que ça dépend aussi là, de la région de chacun, là. Chez nous, on l'a vécu là, en 2022. Là, on a soumis jusqu'au 27 de juin là, avec des prorogations. Puis le fédéral, comme tu dis, Sylvain, là, il est toujours là, là avec le Québec. Là. Puis ça se décide la veille. Là. Ça n'a pas changé beaucoup depuis 2022. Là. Fait qu'on, quand même qu'on veut mettre de la pression, on a fait venir M. Dessureau cette année-là. Puis on a fait une conférence de presse en 11 juin en Normandin. Puis on avait encore la moitié de nos semences dans des entrepôts. Là. Puis finalement, on a monté nos rendements dans l'avoine puis dans l'orge. Mais dans nos régions, là, rendu le 5 juin, là, tu ne vas plus jouer dans le maïs puis dans le soya. Là. Essaye de t'aider. Là, fais des affaires de 90 jours où il y a une certaine logique là, de soit retourner des semences ou on va voir d'ici au 5 l'avancement aussi. Là. À un moment donné, il faut que les gens soient conscients que quand tu restes l'autre bord, quand tu es dans la zone chaude, tu as plus de chances que dans la zone fraîche. Puis on n'est pas avancé beaucoup dans la zone fraîche. Là. Fait que, mais il faut mettre les chances de notre côté. Là. De l'âge de 90 jours, il n'y a aucun problème. Moi, ça ne m'inquiète pas aller jusqu'à Saint-Jean-Baptiste. Parce qu'on a monté nos rendements.
de 300 kilos dans notre zone. Fait que vous avez raison de dire que se mettre dans la boîte, ça donne rien. Des fois, ça prend un peu de patience, puis ça fait pareil. Mais là, on commence à en manquer un peu tout le monde. Ouais. Parfait. Donc, si on n'a pas d'autres questions, on mettrait fin à la présentation. Je vous remercie de vos questions et de votre attention. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que les semis vont se passer, vont bien se dérouler dans les prochains jours. Bonsoir à tout le monde et bonne chance. Bye Bonne tout le monde. chance. Merci à vous autres. Bonne Merci, mon soirée. Bye bye. Merci Bye. bien. Bonne Bye bye. soirée, merci beaucoup tout le monde. Bonsoir tout le monde.